Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de La Parole est à nous, une émission faite pour tous et par tous. Bonjour à toute l'équipe et à vous, amis auditeurs, messieurs, dames, à vos micros. Ne nous cachons pas et soyons francs, ne nions pas l'indéniable, l'audiovisuel occupe une place importante voire primordiale dans notre vie de tous les jours. Télé, cinéma ou plateforme de streaming, certaines de nos soirées se résument à ce dilemme cartésien. Voilà pourquoi l'équipe de La Parole est à nous va départager ces trois monstres de l'écran et montrer cette féroce compétition qui les déchire. Et pour ce faire, quoi de mieux que nos maestros de la radiophonie française? J'appelle à la barre des journalistes pur sang. Ils sont aussi mainstream que Breaking Bad. You're goddamn right. Ils sont aussi vital à cette émission que les Denis Brognard à Koh-Lanta. Ah! Leur présence est aussi hype que la sortie au cinéma d'un Tarantino ou d'un nouveau Marvel. J'en ai sûrement trop fait mais c'est pas grave car j'adore ça. Voici l'équipe de La Parole est à nous. Avec à mes côtés et sur une musique d'Iron Man, Louise Verne, Valentin Goudefanja, Arthur Colombatruge et l'inévitable Andrea Alexei. Bonjour à tous les amis. Bonjour! Présentons par ordre les chroniqueurs. Louise Verne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors pour ma part, j'ai décidé de m'intéresser au déclin de l'audience de la télévision, donc je vais essayer un peu de vous éclairer sur ce sujet. Super, nous allons ensuite nous diriger vers Valentin Goudefanja. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour, bonsoir, je vais vous expliquer pourquoi préférer les films aux séries. Très bien, peut-être avec une petite opposition de goût, ce sera au tour d'Arthur Colombatruge de prendre la parole. Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'une série culte, mais dont je ne dévoilerai pas le nom pour plus de suspense. Super, j'en frémis tout de suite. Et ensuite, nous allons nous diriger vers l'inévitable Andrea Alexei. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de certaines répercussions que les séries peuvent avoir sur le comportement de la vie de tous les jours de chacun, bonne ou mauvaise. Et donc, je déclare ouvert la seconde émission de La Parole est à nous, télé, ciné, série ou petit meurtre entre écran. On peut définir les termes de cette compétition en deux mots, production et diffusion. L'intérêt de toute industrie audiovisuelle est de produire un contenu ou le récupérer pour ensuite l'amener à sa clientèle. Rien de plus simple. Mais derrière cette mécanique bien huilée, télé, cinéma et plateforme streaming se marchent un peu sur les pieds. Le grand leader et qui est absolument hors d'atteinte reste le cinéma. Les grandes maisons de production telles que Warner Bros, Universal Studios et autres conservent une popularité et rentabilité record. Les box-office s'enchaînent et attirent toujours autant de spectateurs dans les salles de cinéma, spectateurs toujours friands de ces exclusivités. On peut prendre en compte certains chiffres, par exemple en France, en 2018, il y a eu plus de 200 millions d'entrées et nous sommes le premier marché du cinéma européen. Ça reste toujours aussi populaire et le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Loin d'être inquiété, l'industrie cinématographique nourrit même les tensions entre télévision et plateforme streaming. C'est la théorie du ruissellement, où les deux concurrents s'arrachent les productions du vainqueur. Plateformes streaming telles que Netflix trouvent leurs avantages dans l'accessibilité de leurs sites. Le choix est infini, la disposition simple et efficace, si bien qu'on met plus de temps à choisir ce que l'on va voir, plutôt que le film ou série qu'on regarde au final. D'où leur hausse de 25% d'abonnés en 2016, avec en tout 130 millions d'abonnés payants pour un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, du jamais vu pour une plateforme de streaming. Et en plus, au-delà de ça, ils ont même créé une maison de production qui ont vu naître des films à succès tels que Bright ou Bird Box, et j'en passe encore. Et dans tout ça, il y a forcément un perdant, un loser, un inquiet. Et cet inquiet, c'est la télévision. La télévision vivote et fait de son mieux. Certaines chaînes essayent de rétorquer un petit peu, d'apporter une parade. Par exemple, on a Canal+ à la demande qui essaye de s'adapter un petit peu aux demandes des abonnés. On a aussi MyTF1 pour les replays. Mais ils sont quand même vachement mis en danger par Netflix et les plateformes de streaming. Mais ces répliques faiblardes qui montrent une télé souffrante, je vais laisser Louise Verne en parler et montrer toutes ses faiblesses.
Bonjour à tous. Alors pour ma part, j'ai décidé donc de m'intéresser au déclin de l'audience de la télévision. Donc je vais essayer un peu de vous éclairer sur ce sujet en vous annonçant les critiques qui ont été émises envers la télévision qui, vous verrez, sont assez brutes. Alors auparavant, vous et moi étions des téléspectateurs plutôt réguliers, comme la majorité des gens, mais aujourd'hui, la jeunesse dont nous faisons tous partie regarde de moins en moins les émissions à la télévision et de plus en plus Netflix. Alors certes, la télévision n'a pas rendu son dernier souffle, mais elle est de plus en plus mal en point. 18 minutes de moins, c'est le temps que les Français regardent en moins la télévision selon des chiffres qui ont été publiés et c'est la première fois que cette baisse est si importante. Alors parmi les causes, vous l'aurez compris, la concurrence de Netflix et des plateformes de streaming met mal en point la télévision puisqu'elles permettent de voir des séries, des films et des émissions en différé n'importe quand. Une autre cause assez triviale, c'est le climat qui est une de ces causes, c'est-à-dire que plus le climat est clément, plus les gens ont envie de sortir et donc il suffit qu'il y ait une actualité moins porteuse pour qu'on ait un déclin de l'audience. La dernière cause, c'est bien évidemment la hausse de la publicité. Alors parmi les critiques, la télévision serait l'art de perdre du temps. Donc en fait, les Français passent en moyenne un peu moins de 4 heures par jour devant la télévision, ce qui représente environ 60 jours par an, et donc sur une vie de 80 ans, plus de 10 ans. Donc vous imaginez la quantité de temps que ça représente. La télévision serait également considérée comme le nid d'informations inutiles, puisque les médias parlent chaque jour de problèmes de surface en ne traitant qu'une partie des faits et en n'abordant pas les vraies problématiques. Et une autre critique, c'est que la télévision serait considérée comme un menteur qui occulte des infos sur des sujets graves. Voilà. Et pour terminer, elle serait génératrice d'étroitesse d'esprit, c'est-à-dire qu'entendre tout le temps les mêmes sujets font penser aux gens que c'est le seul point de vue viable et que c'est la vérité, donc ils ne conçoivent même pas l'existence d'autres points de vue. Pour cette première chronique, nous avons désormais le profil du grand perdant entre ces trois concurrents, et Valentin Goutefanja et Arthur Colombatruche vont départager les deux restants, cinéma et série. Oui, donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi je préfère les films aux séries. Donc si comme moi vous préférez regarder un film qu'une série, vous allez sûrement vous reconnaître dans cette chronique, et si c'est pas le cas malheureusement, peut-être que ça vous fera changer d'avis. Alors tout d'abord sur le format, un court rappel. Une série, c'est une suite d'épisodes mettant en scène un ou plusieurs personnages principaux, qui s'organisent en saisons. Mais ça peut parfois sembler interminable, comme les 374 épisodes et 16 saisons de NCIS, alors qu'un film dure environ entre 1h30 et 2h30. Ce qui n'est donc pas le même investissement de se lancer dans un film ou dans une série, vous l'avez compris. Le deuxième argument pourquoi je préfère les films aux séries, c'est la qualité. Comment garantir la qualité visuelle du jeu des acteurs sur la durée d'une série? Moi j'ai parfois l'impression en regardant une série qu'on tombe dans des longueurs, que c'est parfois fade parce qu'il faut remplir les épisodes. Alors qu'à contrario, un film de 1h30, 2h, pas le temps de s'ennuyer, il y a des multiples rebondissements, toujours de l'action. Et puis aussi la qualité du grain artistique est maintenue tout le long du film. Par exemple, Pulp Fiction de Tarantino. Comment garantir un effet aussi déjanté en coupant en épisodes de 50 minutes? C'est impossible, et surtout sans perdre le spectateur. Parce que si vous avez déjà vu ce film, vous savez qu'il faut quand même avoir le cerveau bien accroché pour tout suivre. Alors en coupant toutes les 50 minutes, impossible. Et puis deuxièmement, le film a un plus grand impact pour moi sur les sociétés. Par exemple La Haine, qui se trouve sur notre affiche sur Instagram, et qui traite de la situation dans les banlieues françaises dans les années 90 et qui a eu un impact considérable sur la vision de ces banlieues. Et ça, pour moi, c'est impossible avec une série. Enfin, pour conclure, c'est pas vraiment un argument, c'est plus un ressenti personnel parce que énormément de films m'ont marqué, parce qu'on me les a fait découvrir et que j'ai du plaisir à les faire découvrir, ce que je n'ai pas avec des séries. Et là, je vais vous faire une floraison de films. Par exemple, Truman Show et son Big Brother surprenant, Le Parrain, Pulp Fiction que j'ai déjà cité, Madame Doubtfire et Robin Williams en travesti, Les Funès, les blockbusters américains, les films de super-héros, les Clint Eastwood, les Tarantino, bref, la liste est longue. Et je dois m'arrêter pour céder la parole à mes compères. A bientôt et bonne découverte cinématographique. Magnifique, super, la concurrence va être rude. C'est désormais à Arthur de défendre son point de vue sur les séries. J'entends des arguments, cher Valentin, mais pour ma part, je préfère les séries aux films. Premièrement parce qu'elles durent majoritairement plus longtemps que les films, à part pour des sagas telles que Star Wars ou Harry Potter. On a ainsi plus le temps de se familiariser avec les personnages, leur environnement, leur psychologie. On peut alors suivre leur parcours, leurs évolutions au plus près grâce au développement détaillé du scénario. On a alors un sentiment de proximité avec la série qu'on ne peut trouver dans un film.
On évolue, grandit en parallèle avec ces personnages. Mais trêve de mondanité, car j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une série culte qui aura fait rire petits et grands pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui. Cependant, avant de vous dévoiler le nom de cette série, j'aimerais vous faire écouter à mes chers collègues et auditeurs son générique afin que vous puissiez deviner de quelle série s'agit-il. Vous l'aurez reconnu, je vais bien évidemment vous parler de Friends. Série phare des années 90, elle aura animé le quotidien de nombreux d'entre nous et continue encore aujourd'hui à le faire. Mais Friends, le pilier des sitcoms, c'est quoi? Eh bien, nous allons voir ça en chiffres. Friends, c'est 10 ans de diffusion de 1994 à 2004, 10 saisons de 236 épisodes, 5192 minutes d'épisode, soit 22 par épisode, 6 personnages intemporels que sont Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross, 153 nominations dont 56 récompenses, 50 pays ayant acheté les droits pour la diffusion, et tout dernièrement 100 millions de dollars étant le prix que Netflix a payé pour conserver les droits de la série, etc. etc. Vous l'aurez compris, Friends est une série qui aura marqué les esprits à tous les niveaux, mais aussi l'histoire du petit écran. Désormais, je ne peux que vous la conseiller en famille ou entre amis, devant votre écran, muni d'une tasse de café ou de thé pour une bonne dose d'humour assurée. Sur ce, bon visionnage. Waouh! Parfait, super, magnifique. À vous maintenant, très chers auditeurs, de choisir lequel des deux a été le plus convaincant, lequel des deux vous a convaincu que tel ou tel écran, tel ou tel visionnage est le meilleur. Réagissez dans les commentaires, nous ferons peut-être un petit stropole pour départager ces deux grands. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière chroniqueuse, notre chroniqueuse sociale, notre chroniqueuse psychologue. Je parle bien sûr d'Andrea Alexei. Que ce soit dans notre vie ou dans celle des autres, les films et les séries ont tendance à inspirer et faire rêver, et ça avec facilité. Une distraction, un moment de détente, chacun reçoit la chose comme il le souhaite. Mais certains vont plus loin et ne s'arrêtent pas au point de seulement regarder. Il y a des accompagnements bien présents aux côtés du succès de certains programmes. Le film Bird Box, par exemple, sorti en 2018 sur Netflix, a fait énormément parler de lui dès sa sortie. De par son scénario intrigant et son concept, une mystérieuse force invisible donne la mort à ceux qui gardent les yeux ouverts, contraignant les survivants de cet étrange phénomène à se bander les yeux pour se déplacer et donc survivre. L'effet conséquent, le nouveau défi Bird Box est au goût du jour et des centaines de fans s'empressent de réaliser celui-ci, qui consiste à exécuter les actions du quotidien les yeux bandés. D'un simple brushing à une conduite à l'aveugle, les choses vont parfois loin, et ont déjà provoqué un accident de la route aux États-Unis sans victime heureusement. Netflix s'est bien vite empressé de faire transmettre un message de prévention, faisant part de son étonnement personnel à devoir prier ses utilisateurs de ne pas se bander les yeux. Aujourd'hui grandement connue du public, la série La Casa de Papel a fait un bruit monumental. Pourtant, un élément de cette série a monopolisé l'attention. Il s'agit de cette fameuse reprise du chant Bella Ciao, chantonnée par le professeur. Assez inconnue au bataillon auparavant, elle n'a pas tardé à devenir un classique pour beaucoup de personnes qui ne connaissaient peut-être pas l'origine de cette chanson lourde d'histoire. Enregistrée pour la première fois par la chanteuse italienne Giovanna Daffini, elle se traduit par un texte qui célébrait à la base une loi italienne qui limitait le travail quotidien à 8 heures, la bella renvoyant à la mondina, autrement dit une ouvrière agricole qui travaille avec beaucoup d'acharnement dans les rizières. La chanteuse est considérée comme l'une des représentantes majeures de la chanson de la lutte sociale et paysanne de la deuxième partie du XXe siècle en Italie, dans la résistance italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Refrain entraînant, avec un renouveau sous-entendu, elle a rapidement été popularisée dans cette résistance et a été par la suite mélangée, si je puis dire, avec la chanson Fior di Tomba, une chanson d'amour traditionnelle, pour l'adapter à la lutte fasciste. Pour terminer, je vous raconterai une anecdote abordant la série Pretty Little Liars. L'histoire est extrêmement célèbre elle aussi, des adolescentes porteuses de lourds secrets harcelées par un mystérieux A. Celui-ci menace, à l'aide de ses fameux secrets, ses filles, les guidant, les manipulant, leur faisant vivre les pires cauchemars dans les couloirs de leur établissement, mais aussi chez elles. Et bien en 2017, deux adolescentes américaines se sont amusées à reprendre ce concept, certes captivant à visionner, mais plus terrifiant à vivre, sur leurs camarades.
Divulguant de fausses rumeurs, des menaces de fusillade prochaines, ces 2 lycéennes ont été arrêtées par la police et traînées devant le juge pour enfants, engrangeant une peine conséquente. Il existe donc bien d'autres influences que les séries propagent sur les comportements de chacun chaque jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. À nous de faire preuve de raisonnable, de savoir distinguer les limites, en n'oubliant pas de partager toute la passion que ces programmes nous offrent. Merci Andrea pour cette superbe chronique sociale. Et nous allons donc passer désormais à la dernière partie de notre émission, que je vais peut-être appeler la carte blanche d'OD. Je vais donc vous faire part d'une expérience personnelle qui anime un petit peu ma vie en ce moment. Si je vous parle de conquête, si je vous parle d'armée, si je vous parle de magie, et surtout si je vous parle d'inceste, vous me dites évidemment Game of Thrones. La saison ultime de Game of Thrones arrive au mois d'avril et je peux vous dire que plus les jours passent, plus je suis excité à l'idée de regarder tous ces épisodes et de voir ce dénouement. Et malgré cette excitation, je me rends compte que cette approche de la nouvelle série entraîne des comportements assez étranges dans la vie de tous les jours. J'ai comme une sorte de vision, une sorte de feeling qui me donne envie de me propulser au Moyen-Âge, de prendre une épée, de me battre, de me couper la main pour ressembler à Jaime Lannister. Ce genre de choses absolument invraisemblables. Si je prends par exemple hier soir. Ah, Arthur, mon petit chou, les pattes sont prêtes, faut que tu descendes. Nathalie, winter is coming. Quoi? Arthur, qu'est-ce que tu me dis? Je ne te comprends pas. Nathalie, mes marchands blancs sont proches. La fin du monde arrive. Il faut nous allier pour combattre. Arthur, les pâtes sont prêtes, ça va refroidir. Évidemment, ceci entraîne une incompréhension de la famille, d'où mon isolement, d'où mon ermitage au 3e étage de la maison. Je m'arme d'un plaid, de crunch et d'un bol de céréales, et je pose délicatement mes petites fesses sur le canapé, et je m'isole pendant 8 heures. Ainsi, comme l'a dit Andrea, ça a des conséquences sociales. J'ai perdu mes amis, ma famille et toute vie sociale. Je vous conseille donc de regarder très vite vos séries et de retourner dans le monde réel car, on peut se le dire, Game of Thrones ne fait pas toute une vie. C'était vraiment très intéressant. Merci à tous de votre écoute et de votre attention. Maintenant, vous pouvez vous abonner à la page et lâcher un pouce bleu. À bientôt pour une nouvelle émission de La Parole est à nous.